Merci, monsieur le vice-président. Donc, maintenant, ce que je vais faire en quelques minutes, c'est un peu essayer de décrire la scène en fait, dans laquelle se sont développées les activités qui vont être présentées et discutées pendant cette journée durant une quinzaine d'années. Je pense que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent le mot sérendipité, qui vient de l'anglais, hein. Le fait de trouver quelque chose qu'on ne cherche pas. On aime bien, quand on parle d'un résultat scientifique, généralement valoriser la part du hasard. Et bien, c'est pas ce que je vais faire. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que là où on est aujourd'hui, c'est là où on voulait être il y a une quinzaine d'années, d'une certaine manière. Et je vais un peu raconter la genèse de ce projet, de ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années. Donc, si on fait un flashback, même on peut revenir il y a une vingtaine d'années en arrière, au milieu des années 2000, dans les laboratoires dynamiques du langage et interaction, corpus, apprentissage, représentation, DDL et ICAR, il y avait pas mal de scientifiques qui poussaient, qui de plus en plus souhaitaient développer des recherches appliquées avec des dimensions sociétales, s'attaquer à des enjeux de société au-delà de la recherche fondamentale. Et comme monsieur le vice-président le rappelait, c'est pas facile aujourd'hui la valorisation SHS, ça l'était encore moins il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est des projets qui étaient développés sur la base un peu du bénévolat, sur le temps libre des personnes, qui étaient développés sans moyens financiers, en somme, ce qui était développé dans les interstices de notre activité scientifique, de notre activité de recherche. Et pourtant, des choses très très chouettes ont été faites à cette époque-là, mais d'une certaine manière, c'était du bricolage. Et bricolage, c'est pas dans un sens péjoratif, ça veut dire qu'on faisait des choses bien avec pas grand-chose, en fait. Et les directions des laboratoires, donc Ariel Giza et moi-même pour DDL, et Lorenza Mondada et Chris Luth pour ICAR, on avait ça en tête sur cette période-là, fin des années 2000, disons, et on n'avait aucun moyen de promouvoir cette activité, en fait, parce que déjà elle était même vue de manière un peu dévalorisée dans nos évaluations scientifiques de chercheurs. Donc c'était pas évident. Et on a bénéficié d'un contexte étonnamment favorable, en fait, à la fin des années 2000, qui a été la mise en place des investissements d'avenir, même s'il y avait une logique plutôt de valorisation classique sous terme de contrats, de brevets, de choses comme ça derrière, en tête, en tout cas pour les instigateurs. Et le deuxième contexte favorable, c'est qu'étonnamment, c'est une période, en fait, où on parlait beaucoup de société inclusive, on parlait beaucoup de développement d'une ouverture en fait, de la société vers ses membres. Et force est de constater que quand on regarde aujourd'hui, qu'on voit que la dépense intérieure de recherche et développement en France est à un niveau historiquement bas, qu'il y a beaucoup de repli sur soi, en fait ce contexte-là, en le vivant, on s'en rendait pas forcément compte, mais ça a été un contexte très favorable pour nous. Et les investissements à l'avenir ont mis en place la politique des bidulex. C'était le nom affectueux ou pas affectueux qu'on leur donnait à l'époque, un peu, qui sont tous ces instruments d'excellence, avec toutes les manières qu'on peut envisager l'excellence. Et il y avait donc cet appel pour les laboratoires d'excellence à l'époque. Donc les directions des laboratoires, avec l'aide des membres évidemment, nous avons candidaté, nous avons proposé le projet ASLAM, et c'était un pari, parce qu'il n'y avait pas de règle en fait à cet appel à projet, donc on ne savait pas ce qui était attendu. Mais nous, sur la base des activités des membres des laboratoires, clairement, on a voulu mettre l'accent sur la valorisation sociétale, et on a, alors à vue de nez un peu, on a dit on va consacrer à peu près 10% du budget à ça. Alors 10%, pour des gens qui sont en sciences dures et qui font des brevets, ils se disent oh c'est pas beaucoup pour de la valorisation, c'est ce qu'on nous a dit à l'époque. Mais 10% dans le champ des SHS où on partait de 0% consacré à la valorisation, ça fait déjà une enveloppe qui était importante. Et on a eu la chance d'être sélectionné, on a pu démarrer ce projet dans les champs de compétences déjà en place pour les membres des laboratoires, la santé, l'éducation, la culture principalement. Après ça s'est développé, on en parlera aujourd'hui. On a eu la chance d'être sélectionné et de pouvoir démarrer donc cet axe d'organisation du LabEx qui était coordonné par Gérald Nicolas et moi-même à l'époque. Rapidement, on a été rejoint par Audrey et avec ça, on a pu lancer une dynamique en fait qui se poursuit aujourd'hui et qui sera le thème de la journée. Je voudrais remercier toutes les personnes que j'ai citées parce que sans elles, il n'y aurait pas ni le LabEx ni ses activités d'aujourd'hui.
Mais je voudrais surtout toutes et tous vous remercier parce que cette activité, c'est vous qui la faites. Hein. C'est vous qui avez mené ces recherches appliquées et ces interactions. Il y a un peu de sérendipité là-dedans, dans le sens où il y a que des fois les hasards font bien les choses, mais c'est votre travail qui est au cœur de tout ça, et je voulais vous remercier. Et je laisse la parole à Chris maintenant. Je vous remercie. Bonne journée. Je vais démarrer. C'est quoi Aslan au départ? Voilà, c'est les études avancées sur la complexité du langage. Et je vais juste assez rapidement vous dire qu'est-ce que c'est la complexité pour nous. Donc on voit le langage comme un système. Donc il est organisé, il y a des composants interconnectés qui fonctionnent ensemble. Voilà, on peut penser à des systèmes de systèmes. Donc là, je vous ai fait une photo de la forêt. Le système langage peut être comme la forêt. Et là-dedans, il y a des sous-systèmes comme les arbres, les racines, voire les oiseaux. Et au sein d'Aslan, on pense à plusieurs systèmes interconnectés. Le système linguistique, social, interactionnel, culturel, biologique, neuronal, cognitif, corporel, il peut y en avoir d'autres. Et nos questions de recherche, en fait, tournent autour des relations langagières entre les sous-systèmes. Voilà. Alors, par contre, quand on est dans cette façon de penser au système complexe, quand on l'applique à la vraie vie, des fois, on a des difficultés. Alors, en termes de piliers thématiques, donc Aslan a 3 thématiques principales. Embodied language, où le langage est compris en relation avec le corps en mouvement et les actions qu'on est en train de mener. Language in Society, où on va essayer de voir la fonction du langage en lien avec le contexte social. Sinon, Linguistic Systems, où une langue est décrite par ses caractéristiques ou ses propriétés particulières. Et Aslan privilège en fait 2 méthodes qui traversent en fait ces 3 piliers. Donc le premier, Language Complexity and Ecology. Donc on voit justement le langage comme un système, à la fois avec des sous-systèmes et comme faisant partie d'autres systèmes plus grands comme la nature, par exemple. Et une deuxième, c'est modélisation et les humanités numériques. Du coup, je l'ai fait en français. Où on va modéliser le langage comme un système de communication, par exemple, en tant que base de données. Donc là, je ne vous demande pas de tout lire ça, mais financé à plus de 14 millions d'euros depuis 2011, Aslan avait, donc François l'avait dit, 2 laboratoires de linguistique au départ, DDL et ICAR. Et quand on a voulu demander notre prolongation pour 2020, on a invité une partie du laboratoire LIRIS, ce sont des informaticiens qui s'intéressent à la cognition et à l'interaction. Et la communauté d'Aslan, alors, représente plusieurs disciplines, plusieurs sous-disciplines de la linguistique et de l'informatique, et de l'éducation, ainsi que d'autres disciplines en sciences humaines et sociales, selon les partenaires, justement. Et nous avons donc, alors bien sûr, financé la recherche, monté des formations académiques et diffusé nos résultats, mais comme vous savez, l'originalité et l'objectif de la journée, c'est de vous parler de notre politique de valorisation sociétale de nos recherches. Alors, justement, on va parler des défis sociétaux et nous allons focaliser sur la relation avec notre partenariat extérieur au monde universitaire, ce qui permettrait de constater nos impacts social, éducatif, culturel, médical et économique. Alors, notre politique de valorisation sociétale répond à 3 défis sociétaux qui traversent aussi, vous les voyez à travers nos thématiques, santé et bien-être, éducation et apprentissage,
et société multilingue, je dois dire. Alors, les exemples de ce matin et après la pause se retrouvent à ce carrefour. Alors, donc on vous a parlé de ce qu'on dit notre programme Science with and for Society pour Aslan. Donc dans la suite, je vais vous présenter notre stratégie pour la valorisation sociétale au sein de notre ABEX. Et on verra d'abord comment le fait de changer la structure amène à un changement de culture. Et qu'il s'agit en fait d'une boucle vertueuse. Puis, je présenterai la nature du périmètre de nos projets de valorisation, qui va illustrer ce topo, justement. Et enfin, je pointerai l'importance, au sein d'un grand projet comme Aslan, d'avoir une personne avec un profil spécifique en charge de la valorisation sociétale, pour justement faciliter les liens entre la recherche et la société. En ce qui concerne donc notre structure, justement, Aslan, ça a été déjà dit, a monté des initiatives pour sensibiliser les chercheurs ainsi que nos institutions, pour argumenter que la valorisation, ce n'est pas que économique, et parce que souvent on dit ce sont des brevets, donc ce n'est pas seulement le moment de parler des ingénieurs, si je rends la chose au vice-président. Mais en même temps, vraiment à ma connaissance, il n'y a aucun service de valorisation sur notre site Lyon-Saint-Étienne qui a quelqu'un vraiment dédié uniquement à la valorisation sociétale. Alors, un deuxième point fort, bien évidemment, c'est nos programmes de microfinancement qui permettaient de financer donc, des projets qui répondaient justement à des problématiques sociétales, de monter des événements de grand public, de développer des formations à l'école ou en milieu médical, par exemple, et qui pouvaient donc comporter ces dispositifs de sensibilisation, évaluation et rémédiation. Alors, pour construire un véritable partenariat, donc une partie importante de la sensibilisation de nos chercheurs se manifeste par ce dessin humoristique où un des partenaires a un projet de recherche dit « le projet, c'est moi ». Donc vous voyez, même si la citation d'origine attribuée à Louis XIV semble apocryphe, il paraît, on comprend que pour bâtir une véritable collaboration, il faut être à l'écoute des autres. Il faut problématiser les questions de recherche dès le départ, où chaque partenaire a une voix. Et trop souvent, mais peut-être c'est moins en moins le cas, les chercheurs imaginaient ce que voulaient les praticiens et les politiques, plutôt que de leur donner la parole et discuter avec eux en amont du projet. Alors, en termes de notre périmètre, mais avec une sorte d'analyse a posteriori, donc sur les 126 projets que nous avons financés depuis le début d'Aslan, environ 52 projets tombent dans le périmètre de la valorisation sociétale. À ne pas confondre avec la valorisation scientifique. Ça a été un peu compliqué pour nous, des fois, de faire comprendre cette distinction. Parce que la valorisation scientifique, c'est mesuré pour la plupart par des publications, donc là on voit en bas à gauche, dans des revues et par des monographies en SHS. Donc il ne s'agit pas là de mettre non plus, on ne veut pas mettre en tension la valorisation scientifique avec la valorisation sociétale, mais ce n'est pas tout à fait le même focus. On peut beaucoup parler de cette relation. Bon, si on regarde de plus près la valorisation sociétale, on voit qu'il y a 3 catégories financées, mais dans la pratique d'Aslan. Donc, on a l'objectif de 33 de nos projets est pour aider les professionnels. Donc, par exemple, la petite enfance pour l'acquisition langagière, les orthophonistes, les enseignants de langue, les musées,
les praticiens du soin et les hôpitaux, les interprètes, les services de l'emploi, voire les industriels. L'objectif de 11 de nos projets se dirige vers le grand public, ou les secteurs spécifiques. Je pense qu'il y a une erreur aussi dans les chiffres, est-ce que vous avez vu? Alors, parce que c'est multicategoriel souvent, hein? Donc je veux dire, c'est compliqué de dire qu'on est là ou on est là. Voilà, donc ça donne un challenge pour ce type d'analyse. Mais donc, pour le grand public, on veut par exemple faire intéresser, bien sûr, à la recherche en sciences de langage. On peut réaliser des films, des BD, bon, ce genre d'activité. Après, on peut aussi, ce qui était pas forcément dit explicitement au départ, c'est-à-dire qu'on peut cibler vraiment des secteurs très précis du grand public. Donc les locutrices, locuteurs d'une langue spécifique en danger, bon ça c'est une spécialité du DDL. On peut aussi cibler les seniors ou par exemple les parents des enfants bilingues. Donc ça aussi c'est un travail collaboratif entre ICAR et DDL par exemple. Alors, par contre, et c'est là où je vais rentrer dans le discours structure, culture. Donc, l'objectif de 7 de nos projets, c'est la construction des réseaux. Donc, des réseaux politiques, associatifs ou de culture scientifique, des réseaux de praticiens, d'étudiants et de structures de personnes intéressées par la diversité linguistique et le plurilinguisme. Ou par des pathologies linguistiques et cognitives comme l'autisme. Donc voilà, c'est des secteurs précis du grand public, parce qu'il peut y avoir des associations de familles aussi là-dedans, c'est pas que des professionnels. Donc on peut voir que notre feuille de route, alors au départ, notre structure a été définie comment on allait travailler, répondre à des besoins sociétaux, faire des propositions au grand public et monter des formations. Mais ce travail nous a bien fait voir qu'il fallait réorienter un petit peu notre culture de recherche et travailler sur la construction des réseaux précisément. Quelque chose qui n'était pas dans notre feuille de route au départ. Donc on peut dire que notre structuration de valorisation sociétale a fait émerger la reconnaissance de l'importance de la construction de ces réseaux. Bon, construire du réseau peut paraître évident, mais c'est moins évident de monter des actions précisément pour en développer ces réseaux. Souvent, ça passe vraiment par des connaissances très perso et faire des choix aussi stratégiques sur quel secteur du grand public ou spécialiste socio-économique à cibler. Donc cela pourrait, et là je parle au site Lyon-Saint-Étienne, à la commune précisément, cela pourrait être un des objectifs des instituts thématiques du site Lyon-Saint-Étienne. On voit là la boucle vertueuse en train de marcher. Donc pour ce prochain slide, donc il y a d'autres façons aussi de définir le périmètre de la valorisation sociétale. On a parlé de l'IDEX en ouverture. Il y a une quarantaine de laboratoires d'excellence, donc des LabEx, qui ne sont pas dans ces villes françaises dites IDEX. Ça veut dire bien financées par le gouvernement en fait pour faire la recherche. Donc nous on n'était pas. Et là-dedans, dans ces 40 LabEx à peu près, il y a des LabEx sciences exactes et SHS. Et on demandait à chaque LabEx, parce qu'on était toujours un peu en négociation avec le ministre pour nous financer, on a demandé nos partenaires publics-privés, nos startups, nos transferts de technologie et nos transferts d'expertise. Donc déjà, il y a un peu un souci parce que chaque LabEx mettait ce qu'il voulait derrière ces catégories, quoi, en fait. Les partenariats, par exemple, c'était des partenaires qui finançaient ou pas. C'est quand même important, par exemple. Là, ça n'y était pas. Sinon, peut-on transférer, par exemple, la technologie sans transférer de l'expertise? C'est un peu incorporé dedans.
En fait, donc aussi, c'est ce que j'ai parlé de la multi-catégorisation. Mais surtout, le LabEx Aslan s'en sort quand même pas mal. Sur 37 LabEx, nous avons 13% des partenariats. Nous avons 3% des startups et nous avons quand même 15% des transferts vers l'extérieur. Donc avec expertise et dispositifs technologiques confondus. Mais il faut quand même travailler sur ces catégories, bien entendu. Donc voilà, il y a un peu un souci de comprendre ce que c'est. Tout ça, ils se mettent d'accord sur le plan national. Alors, good luck. Peut-être. Alors, regardons ce qu'ils proposent à l'autre côté de la Manche pour se rendre compte de la valorisation sociétale. Donc, je ne vous passe pas en revue, ne vous inquiétez pas, les 84 types d'impact. Il était question tout à l'heure par le vice-président de qu'est-ce que c'est la performance. On s'en rentre un peu dans ce débat. On voit que le type d'impact, à droite, là, dépend de l'interaction entre un changement en cours et une zone connue. Donc, où les changements sont les altérations ou transformations qui ont lieu résultant des actions spécifiques, des interventions et des événements. Et les zones connues, donc en bleu, sont les domaines où des champs ou des changements ont lieu et où les effets peuvent être observés et mesurés. Donc, voyons deux exemples de chez nous. On peut stimuler l'intérêt des jeunes envers leur culture ancestrale. Donc là, c'est une transformation en train de se faire. On est dans le domaine de la culture et on fait ça par des textes narratifs d'une langue en danger, par exemple. Donc là, c'est une action spécifique. Alors, on peut aussi publier un handbook, donc c'est une action spécifique. Pour les praticiens du soin, qui viserait un développement du savoir-faire, donc quelque chose qu'on pourra mesurer. Et on est donc sur les questions liées à l'interprétariat, donc aider par exemple les migrants en santé. Donc, alors, quand même, donc on peut observer et mesurer ces changements, mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'un projet de recherche n'arrive pas jusqu'au bout, là, en fait. Et cela, je parle encore à la commune, cela pourrait être un objectif des instituts thématiques du Lyon-Saint-Étienne. Comment aller jusqu'au bout dans la mesure de ces impacts? Alors, et très lié à tout ça, c'est quel profil pour accompagner la valorisation sociétale? Est-ce qu'il y a des parties de la pièce, Audrey? C'est elle qui fait tout ça, quoi. C'est elle qui a et puis bien d'autres choses. Enfin, le slide était trop petit pour que j'en mette tous. Mais elle a un poste hybride, recherche-valorisation, justement. Et donc, en fait, dans un des domaines dans lesquels je fais de la recherche, c'est l'interdisciplinarité comme objet d'étude. Donc, je bosse avec des gens qui essaient de comprendre l'interdisciplinarité. Et donc, en fait, on peut, par exemple, avoir des sujets de société au milieu. Et on a tout autour, on a les chercheurs, les familles, les assos, les institutions, les entreprises, les professionnels de tout type. Et il y a plein d'interactions entre ces gens autour de ces sujets de société. Et donc, on dit que la personne, elle doit savoir gérer les flèches. Donc, c'est une façon parce que, voilà, on peut rentrer dans les détails de chaque flèche. N'est-ce pas? Vous voyez comment ça peut se passer, quoi. Alors, pour cela, si on est en lien avec un grand projet comme Aslan, c'est vraiment très intéressant de comprendre aussi les domaines de recherche. Parce que si on est chercheur, on sait orienter les demandes sociétales. On est capable, en fait, de faire la transformation ou un peu la traduction, quelque part, d'une demande sociétale qui vient et pour l'orienter vers l'équipe de recherche qu'il faut, quoi. Et aussi bien dans l'autre sens, quand il y a des chercheurs qui cherchent dans l'autre sens, quel secteur du public. Vous allez voir, justement, ça revient sur les réseaux. On peut accompagner la création
du réseau. On revient sur l'importance du réseau et le fait que ça doit être ça notre objectif. Bon, la personne sait créer la confiance aussi, c'est mettre en place les partenariats avec les acteurs sociaux. C'est très différent quand même que de faire un contrat de travail avec une entreprise. Hein, parce que ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas les mêmes relations, ce n'est pas du tout le même travail par la suite. Donc c'est important. Bon, c'est chercher un financement, bien évidemment, enfin, c'est un de nos talents de base. Et c'est justement, alors un peu mon propos, observer et mesurer l'impact sociétal. Alors, donc, on va vers les exposés, là maintenant, de la matinée et puis après la pause. Nous, voilà, on a voulu construire cette journée comme une façon d'aller vers l'autre. Et les témoignages qu'on va vous présenter met ça un peu en jeu. Donc on a 3 exposés, chaque fois à 2 ou à plusieurs voix en fait. Le premier exposé, c'est plutôt recherche, institutions, entreprises et associations. Bon, vous allez voir les titres, vous avez le programme. Hein. Le deuxième exposé, plutôt recherche et assos. Troisième, recherche, institutions. Et là encore, le dessin humoristique qui est... voilà, il ne faut pas justement rester dans son silo en disant que ne me dérangez pas s'il vous plaît, c'est bien plus facile de rester chez soi. Non. Pardon. Au contraire, on va chez l'autre. Et pour aller chez l'autre, vers l'autre, je vous laisse avec ce dernier slide, encore le dessin de mes collègues en Suisse. Alors, vous voyez, là, on est comme ça. Alors, est-ce qu'on a cette capacité de faire confiance aux autres et de démontrer que les autres peuvent aussi nous faire confiance? Alors, sachant qu'on est au carrefour de la politique, de la pratique et de la science. Voilà, c'est notre défi. Je vous remercie de votre écoute.